Comment gérer son argent, gérer son budget quand on est indépendant? C'est une question vraiment essentielle parce que l'argent occupe une place centrale dans une entreprise. Et pour répondre à ces questions, je reçois Maëva Derby de Mon Budget Bento qui sensibilise aux questions de gestion financière et est également autrice. Maëva va partager avec nous des conseils et également sa vision de l'argent qui va peut-être nourrir des réflexions parce que l'argent soulève toujours plein de questions qui n'ont parfois aucun rapport direct avec l'argent. Bref, on en parlera pendant l'interview. Bienvenue sur le podcast J'aime la paperasse et bonne écoute. Maëva, merci beaucoup de participer à cette interview. C'est un plaisir de te recevoir. Avec plaisir, Stéphanie. Donc, dans la vraie vie, comme tu dis, ton vrai job, tu es commercial grand compte. Tu me dis si je dis des bêtises. C'est bien ça. Tu es surtout connu pour Mon Budget Bento, donc qui cartonne sur Instagram, où tu donnes plein de conseils pour gérer ses finances. Oui, c'est ce que j'essaye de faire, effectivement. Et donc, sur ce podcast, on s'adresse surtout à un public d'auto-entrepreneurs, majoritairement féminin. D'après ton expérience, quelle est ta vision de la micro-entreprise? Est-ce que tu penses que ce choix a un impact sur la gestion financière? Oui, bien sûr, ça a un impact sur la gestion financière. Alors, moi, je suis pas fan de la micro-entreprise. On en a peut-être déjà parlé d'ailleurs. Je trouve dommage le concept où tu défalques pas tes charges. Donc forcément, il y a des modèles où ça change rien, puisque au final, souvent les personnes, par exemple, qui sont freelance, où on vend plus, on va dire son intelligence, il y a pas beaucoup de charges à part ton ordi, ton téléphone, etc. Mais par contre, pour toutes les autres types de métiers où tu vas avoir du matériel à acheter, tu connais ça mieux que moi. Je me demande est-ce que ça fait vraiment du sens d'un point de vue juste rémunération, puisque moi mon sujet c'est quand même de prendre soin de son argent. Donc c'est bien de récupérer, de gagner des sous, de faire rentrer des sous, mais il faut aussi penser à optimiser au maximum. Donc c'est pour ça que c'est pas que c'est un mauvais format, c'est un bon format du moment qu'il est adapté en fait à l'activité de la personne. Mais ça. Bon, ta réponse ne m'étonne pas. Je suis pas fanatique de ce régime-là parce qu'en voulant trop simplifier les choses, au final, ça ne force pas les gens à se poser des questions. Tu sais, c'est un peu comme le régime de la communauté réduite aux acquis. C'est le truc standard, personne ne se pose la question. Enfin, pas personne, mais en tout cas, c'est pas tout le monde qui se pose la question. Et le choix se fait un peu de manière, en tout cas, sans forcément la réflexion qui serait nécessaire derrière pour faire le choix qui est adapté à sa situation. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et comme tu le rappelles parfois, ne pas faire de choix, c'est faire un choix. Mais on ne choisit pas les règles, c'est ça? Ils pensent qu'ils choisissent, mais en fait, ils choisissent pas. Ils font juste ce que tout le monde fait. Ça arrive souvent. Après, franchement, par rapport à la micro-entreprise, ce que je vois le plus souvent, c'est même pas le « je fais comme tout le monde », mais plus je vais au plus simple. Mais tout le monde essaye d'aller au plus simple, non? Je vois pas beaucoup de gens qui disent purée, si jamais je cherchais la solution la plus compliquée et qui va me prendre le plus de temps. Non, c'est sûr. Après, il y a des gens qui vont se dire bon, je veux le plus efficace, quitte à ce que ça soit un peu plus compliqué. Oui, mais il faut que ce soit efficace. En fait, il faut vraiment, quitte à se faire accompagner par une personne comme toi et de se dire, au moins, je sais que j'ai fait le bon choix par rapport à ma situation. Parce qu'il n'y a pas de one fits all, tu vois. Il y a une formule qui va être valable pour 100% des nouveaux entrepreneurs. Non, ça serait trop simple. Si je prends le sous-titre d'un de tes livres, parce que oui, je n'en ai pas encore parlé, je prévoyais ça pour la fin, mais tu as aussi écrit 2 livres, n'est-ce pas? Exact. Tu parles de gérer son argent sans prise de tête. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ta méthode dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, c'est une méthode où tu vas mettre en place une organisation, où tu vas automatiser un maximum de choses et compartimenter. C'est pour ça que j'appelle ça la méthode Bento, où tu vas compartimenter tes comptes pour justement ne pas avoir à te prendre la tête, faire des calculs, des estimations, des machins, pour que ce soit le plus simple possible. Et d'ailleurs, par rapport à la micro-entreprise, il y a eu une évolution de la loi, je ne sais plus quand, tu dois le savoir bien mieux que moi, qui oblige en fait les auto-entrepreneurs à avoir un compte à part
pour leur activité. Parce que c'est la base, en fait, de pas mélanger, de pas faire des micmacs entre différentes activités, entre le pro, le perso, les investissements, etc. De tout mélanger. Après, forcément, on peut pas s'en sortir, on peut pas avoir une gestion qui soit efficace, pour reprendre le terme que tu disais tout à l'heure, en mélangeant tout au même endroit. Et justement, ce que j'allais ajouter, c'est que toi, au départ, tu parles de la gestion financière pour tout le monde, hein, dans la vie de tous les jours, en tant qu'individu simplement. Mais on peut vraiment faire le parallèle avec une micro-entreprise parce qu'on est sur une structure simple, parfois presque trop simple. Voire simpliste. Et, et ces questions-là, elles se posent aussi. Donc, c'est le type de méthode qu'on peut tout à fait appliquer dans son entreprise. Exactement, parce qu'en fait, le but de la méthode, en gros, c'est de séparer d'une part déjà les charges fixes et les charges, on va dire à la volée, et bien sûr avoir une épargne qui soit aussi compartimentée, elle aussi compartimentée. Donc, quand on a une entreprise, même si c'est une micro-entreprise, forcément, il y aura des charges qui seront récurrentes, qu'on aura tous les mois, même si on ne pourra pas les défiscaliser dans le cas de la micro-entreprise, mais n'empêche que ça reste des charges liées à l'entreprise qu'il faut pas mélanger. Souvent, les gens vont aussi se mélanger entre ce qui rentre et en fait mes bénéfices, parce qu'il n'y a pas vraiment je sais pas s'il y a vraiment une notion de bénéfice dans la micro-entreprise vu qu'il n'y a pas de charge légale. Je sais pas, peut-être que tu pourras m'éclairer là-dessus, mais je crois pas qu'il y ait de notion de bénéfice vraiment. Du coup, la personne qui crée sa micro-entreprise, bon, elle sera fiscalisée quoi qu'il arrive, mais il faut quand même qu'elle se pose la question, est-ce que mon activité, elle est rentable? Est-ce qu'elle est profitable? Est-ce que je gagne de l'argent? Ou est-ce que je suis en train de m'époumoner pour des clopinettes? Complètement. Et tu vois, c'est un des objectifs là, c'est pour ça qu'on est en train de parler là aujourd'hui, parce que effectivement dans la micro-entreprise, on n'a pas directement cette notion de bénéfice. On va forcément la retrouver dans tous les autres régimes, parce que il y a un moment où on va se poser la question du bénéfice et c'est sur ça qu'on va parfois calculer l'impôt, les cotisations sociales, etc. Et dans la micro-entreprise, comme tout est sur le chiffre d'affaires, ça n'apparaît nulle part. Et beaucoup d'auto-entrepreneurs, du coup, ne vont jamais faire ce travail, ne vont jamais se poser la question, même de est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est adapté? Et surtout pour les personnes, tu sais, qui ont un salaire, je pense que c'est encore plus, parce que tu vois, moi, par exemple, comme tu as dit tout à l'heure, je suis salariée et j'ai mon activité avec mon budget bento à côté. Comme il y a le salaire qui vient à côté, ça se trouve, elles remettent de l'argent de leur poche sans même s'en rendre compte si jamais les finances en fait sont pas carrées au niveau de l'activité professionnelle sur la micro-entreprise. Ah oui, c'est tout à fait possible. Et puis bon, quand on a le salaire stable à côté, il y a moins d'enjeux aussi sur l'entreprise, donc peut-être aussi qu'on se pose moins la question de la rentabilité, même si, bon, a priori, c'est pas un hobby, hein, donc ça devrait être rentable quand même. Ouais. C'est un peu dommage parce qu'à la fin, il y a beaucoup de personnes, même si c'est une activité à côté, c'est quand même pas mal d'heures. Et tu sais, souvent, tu sais, je parle d'euro-respect sur mon compte. Je parle de l'euro-respect. Qu'est-ce que c'est l'euro-respect? C'est de se faire payer à sa juste valeur, de respecter son temps et son argent et sa personne, enfin tout un peu ensemble, quoi. Et au final, quand tu fais ça, tu as une activité, ça te prend des heures à préparer je ne sais quel produit ou service pour des gens et qu'à la fin, tu gagnes même pas d'argent, dans ce cas-là, en fait, ne fais pas de micro-entreprise. Tu fais une association, tu fais un truc, tu vois ce que je veux dire? Mais pas une micro-entreprise. Si c'est pas pour gagner de l'argent, parce que bien sûr, hein, les gens, dès que tu leur parles d'argent, ouais, mais il y a pas que l'argent dans la vie. Oui, ok, d'accord. Oui, Mais mais si tu bon, fais une micro-entreprise soyons pour ne pas honnêtes. gagner d'argent, fais une association, en fait. Comme ça, c'est plus simple. Oui, parce que même si ce n'est pas le premier objectif forcément, ça fait forcément partie. Sinon, ça serait juste un loisir, on ferait ça comme ça. Mais pourquoi ce serait pas le premier objectif? Non, Pourquoi j'ai dit créer pas une entreprise? forcément. Oui, mais pas forcément, ça veut dire qu'il y a des personnes pour qui c'est pas le premier objectif. Mais dans ce cas-là, ça sert à quoi de créer une micro-entreprise si c'est pas ton objectif de gagner de l'argent? Si c'est pas ton premier objectif? Alors, de gagner de l'argent, oui.
Mais je dis ça dans le sens où tu peux avoir des reconversions, par exemple, de personnes qui gagnent très bien leur vie et qui vont vers une activité moins rentable parce que ça convient mieux au niveau de l'activité, du sens, de plein de choses. Alors, je dis pas ne plus gagner d'argent du tout, hein, mais que du coup, dans leur décision, ça n'a pas forcément été l'élément principal. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. T'as l'air presque choquée. Oui. Oui, parce que en fait, je me dis, l'entrepreneuriat, c'est pas une balade de santé. C'est vraiment pas une balade de santé. Et donc, au final, si on le fait pour se retrouver dans une situation financière précaire, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Ça veut pas dire que oui, j'ai envie de devenir millionnaire. De toute façon, si on est micro-entrepreneur, on ne va pas devenir millionnaire puisque on est, on est capé. Donc, on sait déjà que bon, voilà, quoi, il y a pas, c'est pas non plus, une ambition, en tout cas au départ, hein, ça veut pas dire qu'on va rester toute sa vie micro-entrepreneur, mais en tout cas, tant qu'on reste dans ce statut-là, on s'attend pas non plus à gagner, parce que 70 000 euros, c'est ça, hein, le plafond, à moins que ça ait À peu près, évolué. ouais. On est à 77. Ouais, voilà, 77. Bon, si tu as des charges sur ton entreprise, t'es très, 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 très loin d'être millionnaire et t'es pas forcément si loin que ça du SMIC, selon les charges que tu as, bien sûr. Après, si tu as gyrocharge, si tu as juste ton ordinateur et ton téléphone portable, bon, ça va. C'est bien. Alors, je précise quand même, ça c'est le plafond pour les activités de service. Il est beaucoup plus élevé pour les activités de vente. C'est quoi, c'est 136, c'est ça, ou c'est combien? Je sais pas si je dis un chiffre non, au hasard. On est de l'ordre de presque 190 000 Ah ouais, ok, aujourd'hui. ouais, bon, donc ça va, il y a quand même de quoi faire. Ouais. Mais bon, il faut avoir conscience que dans une activité de vente, forcément, il y a des charges beaucoup plus élevées, ne serait-ce que l'achat soit des matières, soit des marchandises, la logistique, etc. Donc c'est beaucoup plus élevé, mais Mais on ne l'un devient dans pas l'autre, millionnaire ouais, non plus. voilà, l'un dans l'autre. Après, hein, quand je dis millionnaire, enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas pour objectif de devenir millionnaire, encore heureux, parce que sinon, on serait beaucoup à être, être malheureux, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais ouais, en fait, ça dépend. En tout cas, par rapport à l'objectif de gagner de l'argent, enfin, j'ai du mal à concevoir que ce soit pas numéro un. Pas le seul, bien sûr, mais pour un entrepreneur, je pense que c'est important, en tout cas. Mais c'est une vraie question, hein, parce que il y a plein de choses qui nous amènent à l'entrepreneuriat et parfois on ne se pose pas les bonnes questions en fait au départ. Oui, parce qu'il y en a qui veulent travailler moins. Alors eux, ça doit vraiment être, ces personnes-là, ça doit être celles qui doivent être les plus déçues de l'aventure. Quoi, tu veux dire qu'en général, c'est pas vrai? Franchement, est-ce que tu connais beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent moins de 35 heures par semaine? J'en connais, mais c'est vraiment à la marge. Voilà. Mais j'en connais. Et qui vivent de leur entreprise, hein, je précise. Oui, hein. très important. Oui. Non, mais t'as raison de le préciser, hein, parce qu'il y a aussi les entrepreneurs, mais en vrai, ça paye pas les factures, hein, donc c'est important. En fait, moi, je pense que c'est important pour les personnes. Après, moi, je suis pas dans ce cas-là parce que je le dis assez régulièrement. Hein, enfin, j'ai toujours du mal à me considérer comme étant une entrepreneur parce que je pars du principe que un vrai entrepreneur, entre guillemets, ne vous sentez pas vexé pour dire ça, mais c'est quand ton entreprise, elle te permet de payer tes factures. Si ça te le permet pas, dans ce cas-là, oui, c'est bien, tu as une entreprise, mais est-ce que tu es entrepreneur? Je sais pas. Après, ouais, je pense qu'il y a pas mal de questions derrière. Déjà, depuis combien de temps tu es lancé? Tes objectifs derrière? Quand tu vois même des grandes entreprises entre guillemets, des entreprises qui brassent beaucoup d'argent. Voilà, on va plutôt dire ça comme ça. Avec des modèles de start-up, par exemple, qui passent des années à ne pas être rentables. Bon, c'est sûr que c'est pas un modèle qu'on va prendre pour un auto-entrepreneur, hein, ça n'aurait pas de sens. Mais les startups, elles font rentrer de l'argent d'une autre manière. C'est par les levées de fonds, etc. Mais il faut faire rentrer de l'argent, tu vois ce que je veux dire? Même si c'est l'argent des autres.
C'est pas des clients, c'est des Ah oui, c'est sûr. investisseurs, mais voilà. Oui, après oui, c'est vrai, il y a d'autres questions derrière. Est-ce que c'est vraiment une absence totale d'activité, pas de chiffre d'affaires et ben voilà, il y a un problème de base qui fait que à un moment, si l'argent n'entre pas, bah forcément tu peux rien faire derrière tu peux pas dépenser l'argent que tu n'as pas, Oui, quoi. ben voilà. Après, on a aussi des questions parfois de développement, de modèles, etc., où ça va prendre un certain temps pour que ça soit rentable par rapport à des choix hein, d'investissement, de structure. Parfois aussi une structure qui n'est pas adaptée, qui fait que l'activité pourrait être plus rentable. Mais il y a une vraie activité qui est en développement. Et tu vois, justement, par rapport à ce que tu viens de dire, tu vois, de faire un investissement, est-ce que la micro-entreprise, c'est le bon format pour investir dans son entreprise? Non, clairement non. Voilà, et c'est ça qui est un peu, entre guillemets, dommage. Parce qu'au final, quand tu es en micro-entreprise, tu n'as pas d'incentive à développer fortement en tout cas tant que tu es dans ce format-là, ton activité. En tout cas, pas donner un gros Oui, boost parce que tu pourras jamais ouais, c'est récupérer ça. l'investissement que tu vas faire de ouais, je vais Ouais. acheter une voiture ou je vais acheter telle machine qui coûte X centaines ou milliers d'euros, tu vois. Non, il peut y avoir une notion d'investissement, mais qui va toujours être limitée parce que sinon le problème de rentabilité, pardon, c'est sûr qu'il va vite se poser. Après, bon, rien n'empêche de démarrer en micro-entreprise selon l'activité. Et ensuite, si on arrive à ces questions d'investissement, de recrutement, des questions comme ça, bah là, c'est sûr, il faut vite se poser la question de changer de forme. Il faut que ça soit adapté. Je dis de forme carrément parce qu'en général, on abandonne l'entreprise individuelle hein, à ce moment-là aussi. Ah, aussi. Bah, c'est pas impossible, hein, mais bon, le cas général, c'est vraiment un passage en société si on est dans cette optique-là. Et c'est quelque chose que toi, tu vois souvent avec les personnes que tu accompagnes, ce switch, ou est-ce que c'est... Parce qu'on s'en rend pas vraiment compte, on entend beaucoup parler des auto-entrepreneurs, etc. Mais après, des personnes qui font le passage en société, est-ce que c'est quelque chose à la marge ou c'est quelque chose qui se fait Bah, une des difficultés, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de visibilité sur ce qui se fait vraiment et surtout, ça, en fait, ça veut rien dire quand tu dis auto-entrepreneur. On a des réalités, mais tellement différentes. sous le même... Tellement de personnes. Ouais, parce que tu prends tous ceux qui lancent une activité à côté du salariat et qui n'ont aucune volonté de la développer plus que ça, bah, ils vont entrer dans les statistiques de la même manière que la personne qui s'est lancée vraiment à temps plein et qui veut vraiment développer, mais qui veut peut-être rester toute seule, et aussi quelqu'un d'autre qui veut lancer une entreprise qui va grandir. Je comprends, je comprends. Donc tu en as, mais bon, après les proportions. Ouais, c'est difficile d'avoir des... Enfin, difficile. Oui, tu peux pas demander, t'imagines à chaque fois que les gens créent leur entreprise. Bonjour, monsieur, madame, est-ce que vous créez cette structure pour faire un hobby ou vous comptez vraiment développer votre activité à terme? Mais c'est surtout que quand on se lance, on ne sait pas forcément. Hein. Ah bah, ça, tu vois, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de se dire, je me lance dans un projet entrepreneurial avec tout ce que ça veut dire. Hein. Quand tu fais un projet entrepreneurial, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une balade de santé. D'y aller en se disant, bon, bah, tu sais, c'est comme si tu jettes une pièce dans l'eau et puis tu dis, bon, bah, on verra bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est dommage de pas être intentionnel parce qu'après, ça joue sur plein de choses, en fait, bah, déjà sur le choix de ta structure, typiquement, et sur bah, pas les efforts que tu vas mettre, parce que les gens mettent, je pense, toujours des efforts, mais ça va être l'amplitude des efforts qu'ils vont mettre. Tu vois, si je me lance, peu importe l'activité, hein, je sais pas, je crée des bijoux, peu importe, et je me dis, bah, je le fais comme ça, je vais voir ce que ça donne. Tu vas pas mettre en place les stratégies, les actions, l'organisation, etc., qui pourrait faire que ton entreprise elle se développe bah, comme tu en auras envie, mais comme tu t'es pas posé vraiment la question d'où est-ce que tu voulais aller, c'est un peu compliqué. Tu vois, moi, c'est un peu comme avec mon compte Instagram. Bon, même si j'avais pas des objectifs démentiels parce que je connaissais rien aux réseaux sociaux, mais j'avais, tu vois, un objectif où je me suis dit, ben, je veux atteindre tant d'abonnés, machin, parce que j'ai mon objectif après, c'était de lancer mon livre. Tu vois, j'ai pas juste ouvert mon compte Insta et Dès puis le départ?
Bah oui, j'avais déjà écrit mon livre quand j'ai lancé mon compte Instagram. Ok. Ouais, j'ai pas. Ouais, j'ai pas regardé les dates en fait. Ouais, En fait, ok. j'ai lancé mon livre après avoir lancé mon compte Instagram, mais je l'avais déjà, j'avais fini la rédaction. Tu vois, je l'avais. Ah, d'accord. Ok, Et oui, c'était pas, ok. je suis pas allée. Bon, allez, je vais aller sur le réseau, je vais voir ce que c'est, je vais voir comment ça se passe. C'est ça, quand t'as plein de choses à faire, tu peux pas trop te permettre de d'y aller comme ça. Bon, je vais voir ce que ça donne. Ben, je trouve ça bien hein, d'avoir une vision assez précise au départ. Tu vois, quand je dis que on ne sait pas forcément, c'est dans le sens où, évidemment, tu lances une entreprise, bah, tu as normalement cet objectif de rentabilité, un minimum les revenus que tu aimerais en tirer, etc. En général, une vision, un minimum sur le type de structure quand même que tu aimerais avoir à terme. Mais tu peux, pour moi, te lancer vraiment en solo, où bah, c'est vraiment ton activité. Juste, tu n'as pas de patron, quoi. Voilà, tu te lances comme ça. Et après, une fois que tu es dedans, avoir envie de plus, parce que tu te prends au jeu. Non, mais je dis pas que ça arrive pas, mais ce que je trouve dommage, c'est que ça soit pas dès le départ, en fait. En fait, de pas arriver, tu sais, c'est un peu comme si tu arrives dans un job, pour prendre un truc que tout le monde connaît, tout le monde, enfin, la plupart des gens ont tous été salariés. Tu arrives dans un job ou dans un entretien. Ah ben voilà, j'ai trouvé le parallèle parfait. Tu vas dans un entretien d'embauche et en fait, tu sais pas quel salaire tu vas demander. Pour moi, c'est exactement la même chose. Si tu arrives, tu passes ton entretien, voilà, tu fais tes démarches administratives, tu fais ton truc et tout, mais t'as une vague idée. Enfin, moi, je sais pas, je trouve ça, je dis pas que c'est grave ou quoi que ce soit, mais je trouve ça dommage de commencer comme ça, dans le flou. Ça me fait rire parce que j'adore le parallèle. Ça me paraît hyper concret comme problème. Que si tu connais déjà le milieu professionnel, etc., tu sais ce que tu vaux, entre guillemets. Et donc, à partir de là, bon, bah voilà, tu as ton objectif, tes prétentions, et tu arrives avec une certaine confiance. Mais quand tu viens d'un tout autre univers, ça peut être compliqué, en fait, de se positionner. Mais c'est toujours compliqué hein, de se positionner. C'est pas le fait que c'est facile ou difficile. C'est juste le fait de se fixer quelque chose pour soi-même. Après, bien sûr, tu vas recouper des informations du réel. Je sais pas si par exemple tu vends, je sais pas, quelqu'un qui demain veut faire une marque de téléphone et qui se dit, bah ouais, moi je vais faire des téléphones qui vont se vendre 30 000 € la pièce. Bon, à moins de mettre des diamants dessus, enfin voilà, tu vas pas les vendre 30 000. Donc tu as quand même un faisceau d'informations dans la vie qui te permet de savoir comment te positionner. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, tu as LinkedIn, tu as Facebook ou je sais pas, bon, moi je vais pas trop sur Facebook, mais il y a plein d'endroits en fait où tu peux collecter des informations, tu peux te renseigner auprès d'une chambre de commerce, trouver des rentrer, enfin te faire incuber ou je sais pas. Enfin, je suis sûre qu'il y a plein de choses qui te permettent de ne pas y aller en touriste en fait. Et de pas découvrir en ayant déjà créé ton entreprise que ah bah en fait les prix dans ce métier-là c'est tant parce que quand c'est dans le sens positif, par exemple, tu pensais que tu pouvais, je sais pas moi, vendre un produit X, peu importe, à 30 € ou 50 € et en fin de compte, tu arrives sur le marché et tu te rends compte que, ah ben non, il y a des gens qui le vendent 500 €, mais bon, bien sûr, il y a tel et tel service associé, etc. Si je package bien mon truc, je vais pouvoir générer X de chiffre d'affaires. Mais si jamais tu penses que tu vas pouvoir vendre ton truc, bah, comme je te disais, le téléphone portable à 30 000 € et tu arrives sur le marché et tu te rends compte qu'un téléphone, en fin de compte, les gens, ils mettent entre 300 et maximum 1 000 € pour les personnes qui ont un gros budget, là, c'est difficile. Est-ce que c'est peut-être justement ce manque d'études un peu préalables au lancement de l'activité qui fait qu'il y a autant de personnes qui stoppent leur activité dans les premières années, en fait, et que ça ne perdure pas dans le temps? Ah bah, c'est sûr que c'est une vraie problématique, même si je trouve on l'a encore, même quand on est déjà lancé, parce que fixer ses tarifs, c'est jamais évident, comme comment tu te positionnes sur le marché, etc. Mais le vrai problème, c'est de ne pas se poser la question, Oui, en fait, c'est juste ça, c'est d'y vraiment aller un se peu au doigt poser. mouillé, quoi. Voilà, c'est ce que je dis quand je dis d'y aller en touriste, c'est en gros, ah ouais, j'ai vu que cette ville elle était bien, et puis t'es là, tu te balades, tu regardes à gauche, à droite, tu sais, tu déambules, t'as pas de.
sais pas trop où tu vas. Après, c'est normal de ne pas tout savoir. C'est logique. Si jamais on savait tout sur tout, ben voilà, non. La vie serait beaucoup plus simple, mais c'est pas comme ça. Bien sûr qu'on va tâtonner, mais qu'on tâtonne dans une direction qui soit un peu plus précise que j'avance, quoi. Oui, c'est important de leur rappeler quand même que, bon, déjà, on fait tous des erreurs. Oui. Même si tu prépares ton projet, tu feras quand même des Et erreurs. surtout, Hein, ça fait tu partie. n'auras jamais exactement ce pourquoi tu t'es préparé. Même si tu as un plan où tu as tout détaillé de A à Z, après, c'est ça aussi la vie de l'entrepreneuriat, typiquement, c'est que bah, toi, tu sais ce que tu vas faire. Après, tu sais pas comment va réagir l'environnement, tu sais pas comment vont réagir les clients, mais au moins, tu as un plan. Après, comment dire, les résultats de ce plan-là, ça par contre, personne ne les connaît. Ils peuvent être géniaux comme décevants ou bah, à peu près aux attentes, mais c'est jamais exactement ce que tu as pensé dans ta tête. Ça, c'est sûr. Et puis ça évolue avec l'expérience. On apprend justement, parce que mine de rien, ça fait beaucoup de choses hein, à apprendre à découvrir. Mais ouais, il faut pas négliger une étape de préparation. Mm. J'aimerais aborder la question justement, on parle des finances, on parle d'argent de toute façon. Alors, pas par rapport à la préparation, mais par rapport au quotidien. Je pense aux méthodes de répartition de son budget qu'on voit au niveau des particuliers avec des pourcentages fixes, méthode 50-30-20. C'est le dernier que j'ai vu, je ne sais pas s'il y a d'autres chiffres. Donc pour gérer son argent, où on dit, voilà, tu dois mettre 50% dans ça, 30% dans ça, et c'est pareil pour tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, ouais. Tu me vois pas, mais tu as dû entendre que j'ai levé les yeux au ciel. Je l'ai entendu. En fait, j'ai horreur de ces méthodes où on te dit X% de ci, X% de ça. Mais en fait, personne n'a la même vie. Personne n'a la même vie. Si tu es jeune, célibataire, sans enfant, qui vit chez ses parents, oui, tu peux épargner 80% de ton salaire, même 100%. Mais t'es maman célibataire de 3 gosses qui vit en région parisienne, etc., ben, tes charges, c'est pas 50%. Ça peut être 70%, voire plus de tes revenus, en fait. Donc, moi, j'aime pas du tout les méthodes comme ça, tu sais, les trucs tout faits, comme si tout le monde allait pouvoir rentrer dans les mêmes cases. Le concept en général de il faut répartir son budget, bah oui, bien sûr, il faut le répartir, mais après, il faut le faire en fonction de sa réalité. Et la réalité, c'est pas la même pour tout le monde. Et donc, du coup, bah, forcément, dans l'entreprise, la personne, comme on disait tout à l'heure, qui vend du temps de cerveau et qui a juste besoin d'un ordinateur et de son téléphone portable, elle, quand elle touche son revenu, elle peut toujours se dire, ben moi, la moitié de mon revenu, je le mets de côté pour investir dans mon entreprise ou pour faire ci ou pour faire ça. La personne qui a beaucoup plus de charges, qui crée, je sais pas, moi, je prends l'exemple des bijoux, bah, elle sait qu'il faut qu'elle rachète des perles, il faut qu'elle rachète X, Y, Z, parce qu'en fait, si jamais elle n'a pas cet argent-là à réinvestir, je mets des guillemets dans investir, mais enfin, oui, si je peux dire investir, à réinvestir dans son activité, ben elle va tuer son activité si elle fait pas ça. Et l'exercice supplémentaire qu'il faut faire quand on est auto-entrepreneur, c'est en fait, c'est quoi mon salaire? Moi, ce que je dis souvent aux gens qui sont auto-entrepreneurs, c'est versez-vous un salaire, bien sûr, entre guillemets. C'est pas un salaire où tu vas te faire une fiche de paie, puisque tu es auto-entrepreneur, donc tu vas pas te faire de fiche de paie, mais de te dédier un montant qui est considéré comme ta rémunération. C'est avec ça que tu vas payer tes factures, etc. Et après, bah, que tu vas mettre ton épargne perso de côté. Et après, le reste, bah, ça va être l'argent que je vais dédier à mon activité parce que j'ai besoin d'aller à un événement de networking qui coûte je sais pas combien, que j'ai besoin de payer telle machine. Enfin bref, peu importe tout ce qui va servir à la vie de l'entreprise. Mais donc effectivement, ce côté de compartimenter, ça va être important dans le cadre de l'activité professionnelle autant que personnelle. Mais il faut pas oublier le petit bout personnel, en fait, le bout de revenu professionnel qui va rentrer dans le personnel et qui va payer non seulement les charges, mais aussi de l'épargne, parce que l'idée, c'est pas non plus de vivre sur le fil.
En fait, il va y avoir un mix entre le pourcentage et les montants fixes. Je pense que ce qui est la rémunération, encore une fois, je mets des guillemets, je parle pas d'un salaire, mais la partie qu'on va considérer comme la rémunération personnelle, ça, il faudrait mieux que ça reste fixe, à mon sens. Et ensuite, pour ce qui va rester, bah, le répartir entre l'anticipation de dépenses futures et puis la vie de tous les jours de l'entreprise. Il y a quelque chose de très intéressant dans ta manière de formuler, c'est que tu es parti de la rémunération et tu as dit ce qu'il reste après. Là où très souvent on va observer que on paye les charges et ce qu'il reste est à moi. Et je trouve que c'est pas la même logique. Bah, en fait, quand tu te mets une rémunération, quelque part, tu te mets aussi comment dire, un objectif minimum, qui est ta rémunération plus tes charges chaque mois. Parce que le problème, c'est que si tu te payes avec ce qui reste, ça veut dire que les mois où il reste rien, tu te payes pas. Ouais, c'est ça. Un peu comme pour l'épargne, hein. Bah, le fameux mythe de de l'épargne de fin de ce mois. qui reste à la Oui. fin du mois. C'est exactement ça. Tu vois, toi aussi, tu trouves des très bons parallèles. C'est exactement ça. En fait, l'épargne qu'on fait en fin de mois, c'est un mythe. C'est complètement un mythe. Je pense qu'on a tous testé à un moment et constaté que, bon, disons que c'est pas ce qui marche le mieux. Voilà, quoi. Exactement. Donc, si tu as un projet pour ton épargne, vraiment... automatise, quoi. Ouais, tu vas mettre... Et en plus, le pire, c'est que c'est un double effet qui se coule parce que quand tu sécurises ta rémunération, tu sécurises ton épargne perso cette fois-ci. Parce que si jamais tu sécurises jamais ton revenu perso, bah, en fin de compte, tu sécurises jamais ton épargne, tu sécurises jamais tes autres projets en dehors de ton entreprise. Après, là, je sais qu'il y a des personnes qui sont en train de dire, ouais, mais moi, j'ai pas le même revenu, j'ai pas la même activité tous les mois, etc. Et donc ça, en fait, moi, ce que je dis, parce que moi, je suis commerciale, donc j'ai aussi des variations de salaire. Par contre, ça fait pas 0 à X milliers d'euros. J'ai toujours un fixe plus des bonus. Et en fait, l'idée, c'est que pour une personne qui est auto-entrepreneur où c'est sa seule source de rémunération, qu'elle déjà, en fait, connaisse le cycle, tu vois, oui, c'est ça qu'on dit, les cycles de vente au cours de l'année. Par exemple, j'imagine que les personnes qui font, je sais pas, de la déco, par exemple, pour les mariages, bon, elles savent que leur chiffre d'affaires du mois de octobre et du mois de novembre, ça va pas être foufou. Mais par contre, elles savent qu'elles vont coffrer de avril jusqu'à la rentrée, quoi, pendant tout l'été. Et donc, c'est pendant ces périodes-là où je vais avoir en fait une rémunération supérieure que je vais sécuriser ma rémunération des mois où j'aurai moins. Et du coup, toi, tu préconises d'avoir une vision sur un an? Bah, comme pour le budget. Moi, sur le budget en perso, ce que je recommande aux gens, c'est de toujours être sur une année glissante. Ça veut dire là, si jamais on est au mois de juin, bah, en fait, mon budget, je ne le fais pas pour le mois de juillet, en fait. Je le fais pour juillet jusqu'à juin de l'année prochaine. C'est comme ça qu'on se donne de la respiration, c'est en ayant une vision beaucoup plus long terme. Et je dirais même que pour un entrepreneur, sa vision, ça doit pas être sur un an, ça doit même être peut-être sur 2-3 ans. Alors, je vous rassure, hein, moi, je le fais pas. Parce que les gens ils disent « Oh, waouh, Maëva, tu es super bien organisée. » Pas du tout. Mais en tout cas, c'est ce que je recommanderais à quelqu'un qui... Parce que moi, je suis débordée. Tu vois, j'ai pas le temps de faire tout ça. Mais une personne... Comme tout le monde qui nous écoute, hein, à peu près. Oui, mais après, quand tu as et ton travail et ton activité, tu vois, tu peux pas consacrer 100% de ton temps à ton activité. C'est vrai. Donc, l'idée, c'est au moins pour les personnes qui sont à 100% sur leur activité, si vous arrivez à prendre un peu du temps, parce que quand tu es salarié, tu le fais aussi, hein, tu te projettes, tu dis, ben voilà, c'est quoi mon prochain step dans l'entreprise? Est-ce que je veux une promotion? Est-ce que je veux plus de responsabilités? Est-ce que je veux avoir une équipe? Enfin, il y a toutes ces choses-là qui entrent en ligne de compte. Bah là, pour ton entreprise, c'est pareil. Est-ce que dans un an, dans 2 ans, est-ce que je serai toujours est-ce que je serai toujours micro-entrepreneur ou micro-entrepreneuse, ou est-ce que je vais faire mon passage en société? Comment est-ce que j'organise ce passage en société? Puisqu'on sait toujours que, en règle générale, il y a toujours le problème de la TVA. Ah, avant, j'avais pas de TVA, je suis obligée d'augmenter mes prix de 20% parce que comment j'avais fait mes prix avant, je prenais pas en compte la TVA. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là, c'est pas des choses qui se planifient du jour au lendemain. Tu vas pas passer ah bah j'en ai marre de pas pouvoir défalquer mes charges, donc demain je vais passer en société. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision sur
le long terme. Et le long terme, c'est pas 6 mois. C'est surtout d'un point de vue financier, le long terme, c'est 10 ans, tu vois? Mais au moins, d'un point de vue peut-être entrepreneurial ou même quand on est salarié, parce qu'il faut avoir des objectifs aussi, hein, pour, son niveau de salaire et cetera, bah, de se le fixer sur, 2-3 ans. Ne vous sentez pas débordé par ça, c'est pas difficile, ça a pas besoin d'être, quelque chose, de, précis. Tu vois? C'est pas précis à la virgule. Tu sais, des fois, les gens veulent faire des budgets à la virgule. Moi, chaque fois, je leur dis: «Mais arrêtez ça, en fait». 99 centimes n'a jamais sauvé quelqu'un. Donc mettre 0 € ou 1 €, voilà, c'est les centimes, on s'en moque. Mais c'est vraiment d'avoir une vision avec des grands ensembles, et se dire, voilà, bon, en gros, j'ai besoin de temps, j'ai besoin que ma rémunération, mensuelle, parce que j'ai un projet de faire ci, ça, elle passe de, 2 000 € à 2 500 €. Comment j'atteins ça? Enfin, c'est vraiment, les grandes lignes. Apprendre pour les grandes lignes, parce que, bah, comme tu me disais tout à l'heure, tu as principalement des femmes qui écoutent ton podcast. Les femmes, elles sont beaucoup souvent, enfermées dans la figure de la bonne élève. Tu sais, bien travailler, tu sais, les cahiers, la date, elle est bien, soulignée avec la règle, il y a des colonnes, c'est beau, c'est joli et tout ça. Mais la vie, c'est le chaos, hein. C'est pas du tout ça. C'est ça les trucs bien propres, c'est que pour l'école. Et donc du coup, bah, juste s'autoriser à avoir juste un brouillon. Le brouillon, ce sera largement suffisant et ça sera beaucoup plus efficace d'avoir un brouillon sur 3 ans que d'avoir une copie parfaite, sur 1 mois. Et du coup, de se dire que ça va évoluer. Oui, voilà, exactement. De juste chercher, tu sais, c'est comme en voiture, quand tu commences à apprendre à conduire, souvent, tu sais, tu tires sur la gauche ou sur la droite et c'est parce qu'en fait, tu es en train de regarder les lignes qui sont au sol, à côté de ta roue, en fait, pour, rester bien droite parce que tu sais pas bien comment rester bien droite et ça, c'est parce que tu regardes, en fait, trop proche et donc ta voiture va dériver sur la gauche ou sur la droite et ce que va dire le moniteur, normalement, à ce moment-là, c'est: «Il faut que tu regardes le plus loin possible» et en fait, c'est le fait de regarder le plus loin possible qui va faire que c'est là que tu vas faire droit, en fait. Et ben là, c'est la même chose, que ce soit pour ton budget, pour tes investissements, pour ton entreprise. Si jamais tu arrives à tenir ton attention sur ton objectif un peu plus, je vais pas dire long terme, mais en tout cas au moins à moyen terme, ça va t'aider à bouger, mais beaucoup moins et garder ton focus, simplement. Mais je pense que pour beaucoup, il y a un côté qui fait peur juste de se confronter aux chiffres. Ah! Juste ça, faire l'exercice. Ouais, mais il en va de notre survie, en fait. Aujourd'hui, on est dans une société où tu peux pas te permettre d'avoir peur de regarder les chiffres. Parce que quand, l'URSSAF, les impôts, tes créanciers, ils vont venir, eux, ils auront pas peur de te mettre un chiffre devant toi. Donc à la fin, ça sert à rien d'avoir peur. Je comprends, hein, parce que moi je suis, moi j'ai la phobie administrative, hein, je le dis direct, j'ai rien que le fait de remplir des papiers, des trucs comme ça me donne envie de me mettre en boule et d'aller dans mon lit. Mais c'est des choses que tu es obligé de te faire, violence pour les faire et en plus, le pire, c'est que ça encore pour moi, c'est des trucs vraiment c'est négatif et tout ce que je peux déléguer, j'essaye de déléguer au maximum pour ne pas avoir à le faire. Mais tu vois, les trucs de projection vers le futur et tout, moi je trouve qu'au contraire, c'est plutôt cool. C'est là où tu as pas de limite, tu peux essayer d'imaginer des trucs. Après, bon, bien sûr, bon après moi je suis quelqu'un, très très terre à terre, donc après je me dis: «Bon, arrête de trop rêver», tu vois? Mais je trouve que c'est un côté quand même agréable de se projeter, de laisser vaquer, enfin, tu vois, d'avoir, son imagination qui peut travailler, de se permettre de rêver un petit peu. Après, la réalité, se chargera de te remettre les pieds sur terre, mais au moins se donner ce petit truc de se dire: «Bon, ben, au moins, je me donne un truc que j'aimerais atteindre et puis après, bah, tu verras si tu arrives à même à dépasser cet objectif-là ou si jamais, bon, bah, tu le loupes et puis il y aura pas mort d'homme». Bah, c'est là que dès qu'on parle d'argent, on se rend compte que ça touche à beaucoup de choses derrière, hein. Mmh. Parce que dans tout ce que tu dis, je pense à la question de confiance en soi, de s'autoriser simplement à se projeter, bah, dans quelque chose qui ne sera pas forcément, tout rikiki, mais de se dire, «Bah, oui, je peux développer, bah, oui,
je peux prétendre à tel revenu, à telle situation, etc. Bah, au final, ça va toucher à beaucoup de choses dans notre éducation, dans ce qu'on a vu, dans notre entourage, dans tout le rapport qu'on a avec l'argent. Bah, tu as complètement raison. Enfin, c'est dû à plein de choses. En fait, c'est dû d'une part à son environnement. Bien sûr qu'il y a la confiance en soi qui joue, mais tu sais, on peut pas tout le temps avoir confiance en soi. Il faut aussi apprendre à faire des choses, même quand moi, tu vois, je dirais pas que je suis quelqu'un qui a hyper confiance en moi. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai pas peur de faire les choses. Même si j'ai pas confiance en moi, même si je suis pas sûre que je vais réussir, même si j'ai aucune certitude sur le fait que du résultat que je pourrais avoir par rapport à une action que je mets en place. Par contre, même si j'ai peur, ça m'empêche pas de le faire. Faut pas croire que les gens qui font des choses, ils ont une confiance inébranlable et qu'ils ont que des succès. Tu vois, moi, je me dis, bon, écoute, Maëva, de toute façon, vas-y, fais-le. Moi, ma phrase préférée, c'est il n'y a pas mort d'homme. Mais c'est réel, hein, parce que quand je dis ça, pourquoi? Parce que moi, ma mère, elle est décédée quand j'étais enfant, quand j'avais déjà allé sur mes 7 ans. Et donc, en fait, j'ai vraiment vécu, tu vois, ce truc vraiment grave dans ma vie qui fait que tout le reste dans ma vie ne m'a pas l'air grave. Si tu vois ce que je veux dire. C'est une force, hein. Tu vois, je me dis, bon, je sais pas, je postule un truc, on me dit non, est-ce que c'est grave? Non, il y a pas mort d'homme. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, quand je dis cette expression, il y a pas mort d'homme, malheureusement, pour moi, ça veut vraiment dire quelque chose. Mmh. Et du coup, bah, de se dire, OK, c'est pas grave. Je serais déçue, je serais triste. Ça veut pas dire que tu vas bien le prendre, hein. Ça veut pas dire que tu vas être là: «Oh, c'est pas grave, il y a pas mort d'homme». Non, tu peux être dégoûté. Tu peux être dégoûté de te dire: «Purée, mais j'ai foiré» ou «Je voulais trop ça et je l'ai pas eu», mais à la fin au bout du bout, c'est pas grave. C'est chiant. Au pire des cas, c'est chiant, c'est frustrant, c'est plein de mots en «en», mais c'est pas grave en tout cas. Et à partir du moment où on comprend que, ça ou ça, bah, c'est pas grave, on peut se donner, l'autorisation de faire beaucoup plus de choses. Au moins d'essayer. Voilà, au moins d'essayer. Parce que les personnes qui vont dire, oui, et c'est pour ça tout à l'heure, excuse-moi, je parlais d'environnement, j'ai oublié de développer un peu dessus. Mais quand tu es dans un environnement où, tu pas d'entrepreneurs autour de toi, tu que des personnes, même, bah, on est toutes les 2 d'origine antillaise, hein. Par exemple, tu que des fonctionnaires et personne dans le privé, par exemple. Déjà rien que ça, des fois, c'est être limite un dissident, Ouais. «Quoi? Tu pas fonctionnaire, Mais oui. tu te rends compte, tu pas la sécurité de l'emploi, limite, être salarié dans le privé, c'est quasiment au même niveau qu'être entrepreneur, tu vois? Selon, selon ton environnement, de base. Donc, quand tu as un environnement qui n'est pas, propice, quand je dis propice, c'est pas en négatif, mais à l'entrepreneuriat parce qu'il y a personne qui va te pousser vers ça, ça va être à toi de te développer cet esprit de curiosité et de prise de risque qui n'est pas du tout poussé, hein, dans la société française, hein, la prise de risque. Mais, c'est un peu là aussi qu'il y a un peu l'excitation. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on grossit justement, la notion de risque où on a l'impression que, il y a un tel rapport à l'échec que le moindre truc, ah là là, catastrophe. Alors que, en réalité, on a quand même un système qui permet, bah, par exemple, de créer une entreprise sans réel risque. Tu restes salarié, tu crées ton entreprise, ça veut pas dire que forcément tu plaques tout et tu mises tout dessus, quoi. Mais on ne s'en rend même pas compte. Oui, oui, bah, après le truc c'est que, ça peut être un piège aussi, hein. Parce que le problème, c'est qu'il y a aussi des gens qui se lancent, ils ont ce parachute-là, ce gilet de sauvetage et du coup, qui vont pas aussi à fond que s'ils avaient pas ce truc-là. Mais effectivement, en France, tu as, des dispositifs, qui te permettent de te lancer, en tout cas en gérant le risque que tu prends. Ça, c'est clair. Oui, ça sera pas un risque zéro, mais voilà, tout n'est pas forcément, super dramatique. Si tu es capable de te lancer dans l'entrepreneuriat et cetera, tu vas développer des qualités que tu peux réutiliser dans le salariat si demain tu dois retourner travailler. Tu vois? La débrouillardise, l'autonomie, la créativité, enfin tout ça, ce sont des choses qui sont aussi valorisées, en fait, qui peuvent te servir partout.
ou dans une autre activité. Des fois, tu t'es lancé dans un domaine, bon, ben, c'était peut-être pas le bon cheval de bataille, peut-être qu'il faut aller vers un autre domaine, t'essayes ailleurs. C'est pas grave. Après, c'est sûr que, parce que je vais pas dire, oui, c'est super facile de se lancer dans l'entrepreneuriat, alors que moi-même, je suis restée salariée, tu vois, ce sera un petit peu gonflé. De dire, ouais, allez-y, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Moi, je suis quelqu'un de très, très, très terre à terre. Et du coup, moi, pour l'instant, franchement, j'ai pas le cardio pour me lancer dans l'entrepreneuriat à 100%, toujours être en train d'aller chercher son revenu, de développer les produits, de les promouvoir, etc. Moi, franchement, je respecte vraiment profondément les gens qui sont entrepreneurs à 100%. Et c'est pour ça que j'aime pas me dire entrepreneur. Parce que c'est pas les mêmes enjeux. Moi, si je me lève pas, que je fais pas ce que j'ai à faire sur mon activité, ça va rien changer à ma vie. Ça va pas m'empêcher de payer mon crédit immobilier. Mais pour les personnes qui font ça, c'est important de se donner vraiment à fond dans leur activité, ouais, d'être ambitieux. Et je crois que j'ai perdu le fil de ma pensée, mais en tout cas, force à vous, les entrepreneurs, mais allez-y à fond, y allez pas à moitié. Il y a des belles choses à faire partout, en fait. Qu'on soit salarié, qu'on soit et salarié et entrepreneur, et 100% entrepreneur, il n'y a pas qu'une seule façon de concevoir l'entrepreneuriat, je pense. Enfin, je pense pas Ça, avoir c'est dit un truc, important aussi. j'ai pas dit un truc révolutionnaire, hein, mais Non, mais bon, ça fait toujours du bien de le rappeler parce que, ouais, parfois on ressent qu'il y a une vraie pression autour de l'entrepreneuriat. Et puis, bah, tu vois, comme là, ça fait quelque temps que je vois quand même pas mal de personnes qui, soit sont dans une latitude, soit, bah, le contexte économique fait que leur activité, c'est plus compliqué et qui reviennent au salariat. Et quand elles disent ça, mais t'as l'impression que c'est en mode coming out, ouais, quoi. C'est vraiment. ah, mais c'est vraiment le terme. Mais ouais, parce que il y a vraiment une pression autour où, enfin, Mais ça, c'est les ouais, réseaux, comme ça, c'est les si tu réseaux, te ça. lances vraiment. C'est vrai, c'est largement amplifié sur les réseaux, alors que tes voisins, en vrai, Ils en ont rien à faire. Tout le monde en fait, en vrai, tout le monde s'en fout. Vraiment, désolé hein, pour les entrepreneurs qui ont fait leur Non, coming mais out, c'est vrai. back to salariat. En vrai, tout le monde s'en fout pour commencer. Et le deuxième truc, c'est que la hype de l'entrepreneuriat, en vrai, c'est pas pour tout le monde. Et surtout, c'est pas pour les faibles. C'est pas pour les faibles. Franchement, et même si, en fait, on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'au final, on revient vers l'entrepreneuriat, ça ne veut pas dire qu'on a été faible. C'est peut-être qu'on n'avait pas forcément bah, la bonne stratégie ou, comme tu l'as dit, un produit qui était adéquate dans une période bien spécifique ne l'est plus. Tu vois, je sais pas, Kodak avant, il faisait des pellicules pour les appareils photo là. Bon ben maintenant tout le monde a un téléphone portable et prend des photos avec un téléphone portable, à part vraiment les amateurs de photographie, etc. Bon bah voilà, Kodak, c'est plus l'entreprise que c'était avant. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui compte, je pense, c'est vraiment que la personne, elle se sente accomplie. Il n'y a pas que parce que aussi, bah moi forcément, comme je suis dans le côté un peu finance, voilà, investissement, etc. Tout le discours autour de la rat race, ouais, que quand t'es un salarié, t'es dans la rat race et tout. Ouais, j'avais oublié ça. Et ne jamais vendre ton temps aussi. Oui, Ne voilà. jamais vendre ton temps contre de Oui, l'argent. non mais voilà. Il y a ce qui est idéal, il y a ce qui est plus pratique, il y a aussi ce qui est réaliste et réalisable. Et puis il y a aussi l'envie qu'on a envie de mettre dedans. Tu vois, il y a des personnes, le salariat, ça leur convient parfaitement. Ouais, et c'est important de le rappeler. Je travaille de 9h à 17h, de tel jour à tel jour. Je sais que quand je quitte mon lieu de travail ou que je ferme mon ordinateur, c'est bon, je pense à autre chose. Je me prends pas la tête. Voilà, après, il faut être conscient des limites et des avantages, les limites et les inconvénients de chaque formule. Mais ouais, en soi, c'est ni une honte ni un échec. Voilà, ce sont des choix différents et une même personne, elle peut très bien faire les deux à des périodes différentes de sa vie et bah ok. Exactement, faut être fluide, hein. Faut être fluide. Tu sais, comme il y en a, ils disent ils sont gender fluide, bah voilà, nous, on est status fluide. Tu vois, des fois, t'es entrepreneur, des fois, t'es salarié, des fois, t'es les deux. Bah voilà, c'est la vie, en fait. Tu sais, avant, la génération d'avant, nos parents, la vie était très linéaire.
tu faisais tes études, tu trouvais un travail dans une entreprise, tu te mariais, tu faisais tes enfants, t'achetais ta maison et pendant les 40 années suivantes, tu travaillais dans la même entreprise. Des fois, tu avais une promotion, des fois non. Tu arrives à la retraite et ça y est, c'est fini. Tu vois, c'était linéaire, simple. Aujourd'hui, on n'est plus dans le même contexte, ni économique, ni social, ni tout ce que tu veux. Et il y a différentes façons de vivre sa vie et chacun, en fait, fait son propre chemin et prendra, en fait, les leçons qu'il a à apprendre de chaque chapitre de sa vie. Et il n'y en a pas un qui vaut mieux parce que, je sais pas quoi, parce que tu es entrepreneur, tu vaux mieux que le salarié. La vie, c'est pas un, je sais pas, je sais pas dans quelle chanson, mais bon, bref, tu sais, quand tu dis oui, la vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est pas 2 ans d'activité de quelqu'un qui vont définir si au final, cette personne-là, elle aura réussi sa vie et puis réussi par rapport à quels critères, en fait. Parce que chacun a ses critères de réussite. Ouais, c'est surtout ça. Il y en a qui seront millionnaires et selon les critères de certaines personnes, ils n'auront pas réussi parce que, alors je précise que je ne veux pas abonder dans ce sens où les personnes riches ont trahi, ont machin, etc. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire parce que ça aussi c'est un mythe un peu autour de l'argent que dès que tu as de l'argent, tu deviens méchant, tu deviens ci, tu deviens ça. C'est des personnes qui étaient déjà méchantes, qui ont eu de l'argent et qui ont pu exprimer leur méchanceté. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir de l'argent. Mais par exemple, si je prends 2 personnes qui ont la même réussite globale financièrement parlant, je sais pas, 2 personnes millionnaires, voilà. Ben, il y a une personne pour arriver à son million, ça lui aura peut-être pris 20 ans et elle aura écrasé personne sur le chemin. Et puis il y aura une autre personne, ça lui aura pris 6 mois et puis elle aura fait des magouilles, tu vois. Et les deux, elles ont 1 million. Est-ce qu'il y en a une qui a réussi mieux que l'autre d'un point de vue financier? Non, elles sont au même stade. D'un point de vue humain, ben, c'est peut-être différent. Voilà, chacun ses références. J'aimerais revenir à la question de justement le risque, la sécurité financière, c'est une vraie question hein, quand on est indépendant. Pour toi, qu'est-ce qu'on devrait avoir au minimum comme épargne? Alors, pas forcément en termes d'argent, mais si tu peux donner des repères pour sécuriser son quotidien quand on est indépendant. Bah, il y a des personnes qui te disent, voilà, faut avoir entre 6 mois, 1 an de salaire, encore entre guillemets, c'est toujours entre guillemets salaire, mais en tout cas de revenus dont tu as besoin pour assurer ta subsistance au quotidien. Après, ça dépend toujours, en fait, ça dépend de plein de choses. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, je sais pas, je te prends un freelance qui fait du consulting en je sais pas quoi. La personne, elle est freelance. En vrai, demain, si elle veut travailler, elle peut travailler. Enfin, quand je dis elle veut travailler, si elle veut récupérer un travail dans le salariat, elle peut, sans problème. Il y a des personnes qui ont une activité, par exemple, les personnes qui sont dans l'artisanat, bah, ça n'existe pas d'être artisan en entreprise, ou c'est assez rare. Tu vois, si t'es créatrice de bijoux, ou peintre, ou je sais pas, je te dis des trucs un peu au hasard, ça va être difficile de trouver un emploi là-dedans si jamais tu as vraiment une urgence. Donc c'est quand même important si jamais tu veux pas, en fait, si jamais tu veux pas complètement switcher ton activité, par exemple, ça peut être, en plus, surtout comme tu as des femmes qui te suivent, les grossesses, par exemple. Si t'as un enfant, Ça, c'est encore un autre sujet. voilà, que tu as une pauvre petite indemnité qui te couvre même pas tes frais médicaux pendant ta grossesse, bah, ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. En plus de peut-être les 6 mois que tu as pris en compte, de te dire, ah, mais quand je serai en congé maternité, j'aurai une indemnité complètement pétée et qu'il va falloir que je compense cette perte de revenus pendant les X mois où je vais souhaiter rester à la maison, ou en tout cas réduire mon activité, soit à zéro ou soit baisser de 80-90% ce que je fais. Ça, c'est des choses à prendre en compte. C'est pour ça que tu vois, les montants, bah, tu vois, les montants comme ça rentre un peu dans le même style que les pourcentages. Ça dépend. Et les gens, ils ont horreur de ça hein, quand on leur dit oui, ça dépend. Ouais, Mais ça mais bon, dépend. Ça dépend. on est souvent obligé de répondre ça au final, hein, parce que on est obligé de regarder les situations individuelles et tu trouveras jamais 2 personnes exactement dans la même situation. Bah non. Enfin, t'en trouveras peut-être 2, mais tu vas pas trouver 100% des entrepreneurs qui seront concernés par le même montant. Parce que aussi, il y a des personnes, moi je suis entrepreneur, mais peut-être que mon mari ou ma femme, bah, en fait, elle est salariée et elle gagne bien sa vie et que du coup, c'est des choses que j'ai pas besoin forcément de prendre en compte plus que ça. J'ai pas besoin d'avoir 1 an parce que tous les revenus du foyer comptent pas sur moi.
je représente que la moitié des revenus. Même le simple fait d'être en couple et d'être solo, déjà, ça change tout. Rien que ça. Même si les deux sont entrepreneurs. Parce que être à deux à payer des charges et être seul, bah, ça divise par deux le poids, hein. Parce que les gens qui vivent à deux, ils aiment trop dire oui, mais il y a plus de charges quand on est à deux. Non, non, non. Parce que quand t'as un appartement qui fait 1 000 € par mois, bah, que vous viviez à deux dedans ou tout seul, et ça coûte pas 2 fois moins cher un appartement pour une seule personne. Ça coûte Non. 30, ça coûte aller 30% moins cher. Et encore. Si tu prends la même surface, c'est exactement le même prix. Donc, n'essayez pas de, si je dois passer un message, n'essayez pas de caler votre stratégie sur qui que ce soit, en fait. Réfléchissez à vos contraintes, à vos aspirations aussi. Parce qu'il y a des personnes, elles, si elles partent pas en vacances, ça les dérange pas, en fait. Ou si elles partent en vacances à 1 heure de chez elles, ça va. Mais tu vois, nous, par exemple, je prends l'exemple, si t'es entier, tu vas aller voir ta famille aux Antilles ou tu veux juste retourner au pays. Bon, bah, c'est pas les mêmes budgets. Ouais. Tu vas pas Tu pouvoir, pars en famille en plus, ça coûte un oui, bras. voilà. Donc forcément. Tu peux pas dire, ah, bah, les enfants, montez dans la voiture, on va faire 3 heures ou 4 heures de route et on sera en vacances. Et on va payer, péage 200 ou 300 € pour 4 personnes entre le péage et l'essence. Donc, on n'a pas les mêmes contraintes. Prenez ça en compte et c'est pour ça, tu vois, tout à l'heure quand je te disais qu'il faut planifier vraiment sur le long terme, enfin sur le long terme, vraiment planifier minimum sur 1 an, parce que il y a plein de choses, c'est sur des années que ça se prévoit. C'est pas, tu te lèves un matin, ah mon enfant il va passer le bac dans 6 mois, comment je vais payer ses études supérieures? Et quelqu'un qui a pris conscience de ce besoin de voir sur du long terme, qui se dit, bon, bah, ok, il me faut l'équivalent de 6 mois de revenus en épargne, mais qui jusque-là n'épargne pas ou très peu, quels conseils tu pourrais lui donner pour réussir à épargner finalement? Bah, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, hein, c'est d'une part d'arriver à se dégager une rémunération, en tout cas un minimum de rémunération fixe pour pouvoir avoir un minimum d'épargne fixe, même si c'est pas un montant démentiel. Et ensuite, de connaître les cycles de son activité, si c'est saisonnier ou si c'est quelque chose qui est fixe tout au long de l'année. Je sais pas, quelqu'un qui, par exemple, un boulanger, ben lui, enfin, excuse-moi, je prends des exemples vraiment nuls, mais un boulanger toute l'année, il va vendre ses baguettes. Sauf si tu es parisien et que tu sais qu'au mois d'août, tu vas moins en vendre parce que tout le monde est parti en vacances. Mais en gros, tout le reste de l'année, c'est plus ou moins la même chose. Bah, ça, c'est des choses à savoir pour savoir à quel moment est-ce que tu peux mettre un accélérateur sur ton épargne. Donc, c'est connaître les cycles de son activité pour repérer les moments où tu vas pouvoir mettre plus de côté quand ton activité sera plus haute. Et puis, le troisième point, c'est vraiment d'être ambitieux au niveau de sa rémunération. Parce que tu peux épargner que ce que tu as gagné. Ouais. Au final, du coup, si tu te rends compte que, ok, tu mets ça en place, tu as vu les cycles, tu as bien identifié les moments pour épargner, malgré ça, c'est pas suffisant. Toi, tu dis que de toute façon, le point de départ, ça sera juste, entre guillemets, la rémunération. Bah oui, hein. Parce que de toute façon, si jamais tu gagnes que 1 000 € par mois, une fois que tu as payé tout ce que tu as à payer, enfin au niveau de ton entreprise, hein, et que tu peux te payer que 1 000 € par mois, voilà quoi. Une fois que si tu as un loyer à X centaines d'euros, tes courses, tes factures, etc., et qu'il te reste que 100 €, bah, si tu n'as que 100 € par mois à épargner, c'est pas difficile de faire le calcul, hein. Ça va te prendre des années. Et ça, c'est hyper, en fait, décourageant. Et en même temps, si tu t'es fait ton plan sur minimum 1 an ou 2 ans ou 3 ans, comme je disais tout à l'heure, bah, tu peux te dire, ça va me prendre 3 ans, mais bien sûr, j'ai des jalons intermédiaires. Au bout de 6 mois, je suis censée avoir tant. Au bout de 1 an, au bout de 18 mois, au bout de 24 mois, j'aurai tant, 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 tant. Et puis de suivre, bien sûr, super important de suivre son évolution, l'évolution de ce petit pactole. Mais c'est sûr que si tu dis, tu vas le faire en 1 an, ça va être, enfin, mettre 6 mois de salaire, enfin 6 mois de revenus de côté en 1 an, c'est impossible. Sauf si tu vis chez papa-maman. Et au-delà de l'épargne, tu penses qu'il y a des points auxquels il faut faire attention pour se sécuriser financièrement? Oui, bah, c'est tout ce qui est assurance en général.
notamment pour les entrepreneurs. Alors, je ne sais pas si c'est valable pour les micro-entrepreneurs, mais parfois, ça peut être intéressant de... Alors, je ne sais pas si c'est pertinent pour les micro-entrepreneurs, parce que souvent, c'est des assurances qui sont prises. Je pense que oui. Je parle de l'assurance homme-clé. Ouais, alors... Ou toi, tu pensais peut-être à autre chose? Si, c'est dans la prévoyance, c'est juste que ça sera pas le même type de contrat. Ok. Bah, d'ailleurs, il y a eu un épisode de podcast dessus où j'ai interviewé mon courtier en assurance qui explique tout ça. Mais oui, je supposais que tu voulais parler des assurances pour la prévoyance et oui, même si on est en micro, clairement. Bon, bah voilà, tu as répondu à la question. Parce que je me demandais, est-ce que il y a des activités qui, de toute façon, une fois que tu n'es plus là, de toute façon, c'est mort. Mais après, tu peux avoir quand même des choses qui vont couvrir ta perte de revenus. Enfin, et, du coup, ben, je conseille à tes abonnés d'aller écouter très attentivement l'épisode que tu as fait avec le courtier en assurance, parce que tu sais, souvent les gens disent ouais, mais l'assurance, tu payes dans le vide, machin, etc. Ouais, oui, bien sûr, tu payes dans le vide, c'est à fond perdu. Mais quand c'est toi qui rentres dans la statistique, au final, c'était pas si inutile que ça. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important, tu sais, de ne pas, en fait, de vraiment. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais un peu choquée quand je t'ai dit qu'il n'y avait pas de. euh, que les gens qui mettaient pas le chiffre d'affaires en premier, ça m'a un peu choquée. Parce que toutes ces choses-là, c'est que grâce à ton chiffre d'affaires que tu vas les payer. Que tu vas te payer la prévoyance, qui va faire que, si jamais tu as une grosse baisse d'activité, que tu pourras être compensé par une assurance qui va faire ci, qui va faire ça. Après, oui, je sais, là, les gens sont en train de dire, ouais, mais les assurances, c'est des arnaqueurs, ils veulent jamais rembourser, ils veulent jamais dédommager les gens, etc. Oui, bien sûr qu'ils essayent d'économiser, mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut pas du tout s'assurer? Peut-être qu'il faut pas cumuler les assurances, mais trouver les 2, 3 assurances qui font du sens par rapport à ta situation. Ben, tu sais, par rapport à la prévoyance, j'aime bien dire que on ne devient pas invincible parce qu'on est devenu indépendant. C'est plutôt le contraire. Hein. Et même au contraire, on devient voilà, plutôt au contraire, en précaire fait. qu'autre chose dès qu'il t'arrive quelque chose. C'est ça. Et puis, bah voilà, on a quand même souvent un stress et plein de choses qui font qu'on peut être plus vulnérable face à certains risques. Et concrètement, sur la prévoyance, à un moment, j'avais démarré en tant que, j'allais dire salarié, oui, du public. J'étais encore fonctionnaire quand j'ai démarré. Après, une fois que je n'avais plus cette sécurité, donc là, j'ai pris ma prévoyance. Et résultat, pile quand j'avais passé le délai, alors je me trompe toujours dans le terme entre franchise, attente, bref, le moment où je pouvais être indemnisée, j'ai eu un arrêt de travail. On m'a dit, 2-3 semaines, ça a duré plutôt 3 mois. Et voilà, et c'est à ce moment-là que tu réfléchis, tu te dis, mais tu sais pas en fait. Tu sais pas. Tu peux avoir un problème de santé, tu peux avoir un accident, tu peux avoir un truc tout bête, mais qui fait que tu peux pas travailler pendant 6 mois, et là, tu fais quoi? Ouais, puis quand tu vois le nombre de burn-out que les gens y font, voilà, hein, moi quand je te dis oui, les entrepreneurs, il faut du cardio, c'est la vérité. Il y a il y a une vraie pression, puisque toute la responsabilité de l'activité, surtout, et encore plus dans le cas des personnes qui sont seules. Ouais. Ton entreprise, elle repose sur toi, donc. Tu peux pas passer le relais à quelqu'un. Donc, faut faire attention à sa santé et se dire qu'on n'est pas infaillible. Personne n'est infaillible. Et donc, assurance, avec les contrats type prévoyance, tu penses à autre chose pour se sécuriser? Bah, de toute façon, il y a que ça qui te sécurise. On a dit en dehors de l'épargne. Donc, oui, il y a que. Enfin, moi, je vois que ça qui sécurise vraiment c'est l'épargne. C'est l'épargne et compléter avec des systèmes de prévoyance. Parce qu'en fait, c'est quoi la différence entre l'épargne et la prévoyance? C'est que les prévoyances te couvrent immédiatement. Par exemple, tu prends une assurance décès, ça te couvre immédiatement, même si tu décèdes 3 mois après avoir souscrit à ton assurance décès, tu vas toucher le capital pour lequel tu as pris ta souscription. Alors que pour l'épargne,
Bon, bah, si tu as eu le temps de mettre que 3 000 € de côté, tu n'auras que 3 000 €. Tu n'auras pas 30 000. Voilà. Donc, en fait, plus tu t'approches, entre guillemets, de la fin de vie et moins tu auras besoin de tout ce qui est prévoyance, parce qu'en fait, tu auras tellement d'épargne. Si tu as bien suivi ton plan, tu auras tellement d'épargne que finalement, la prévoyance sera anecdotique, sauf si tu prends des contrats, voilà, qui te donnent 100 000, 200 000 €, voilà, des trucs comme ça. Mais au début, quand tu es encore au tout début du truc et que tu n'as rien, bah, il y a que la prévoyance qui va pouvoir pallier les risques auxquels tu pourrais faire face dans ton activité ou dans ta vie, même perso. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut aussi regarder par rapport à la vie perso, parce que si tu as des jeunes enfants ou si tu n'as pas d'enfants ou des enfants qui sont autonomes, par exemple, bah, la question ne sera pas la Mais même. c'est clair. Si tu as un gosse de 4 ans qui t'arrive quelque chose, il lui reste encore beaucoup de temps avant qu'il puisse payer ses factures par lui-même. Bon, si tu as des gosses qui ont 50 ans parce que toi, tu as 75 ans, bon, bah voilà. Ouais, normalement, ils se Voilà, normalement, débrouillent. ils se débrouillent. Tu vois, si t'es plus là, oui, ça fera mal au cœur, mais ça va pas changer leurs finances. Et concernant la retraite, ça me fait toujours rire de parler de retraite parce que ça paraît tellement comment dire? Mais en fait, tu sais quoi, les entrepreneurs, c'est ceux qui ont la vue la plus honnête de la retraite. Parce qu'ils savent que c'est eux qui doivent faire leur retraite. Tu vois, c'est pas les 4 francs 6 sous qui cotisent à la retraite qui va leur assurer un train de vie normal à la retraite. Moi, pour la retraite, je m'inquiète plus pour les salariés que pour les entrepreneurs, hein, en vrai. Bah, disons qu'à partir du moment où tu pars du principe que tu n'auras rien ou pas grand-chose, c'est sûr que, bon, Voilà, parce que voilà, l'entrepreneur, lui, il part normalement du postulat que, bon, la retraite, le régime général, là, j'aurais des clopinettes, donc c'est à moi de constituer quelque chose pour pouvoir assurer ma retraite. Alors que le salarié, qui peut-être un peu plus naïf, tu vois, parce qu'il se dit, bah moi c'est mon employeur qui cotise pour moi, qui s'occupe de ci, ça. Voilà, oui, j'aurai une perte de revenus, mais je vais gérer. Sauf qu'on va pas gérer du tout. Donc du coup, oui, c'est hyper important de préparer sa retraite, qu'on soit salarié ou entrepreneur. Quel que soit notre statut, je pense que c'est un sujet qu'il faut vraiment prendre à bras le corps et le plus tôt possible. Parce que c'est pas à 5 ans de la retraite qu'on va commencer à se dire: «Ah mais comment je vais faire?» Tu vois? C'est pas des choses que tu peux préparer en 5 ans, quoi. ouais, et donc il faut les préparer quand ça te paraît, mais si loin, si hypothétique. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est quand c'est vraiment tu vois, à 1000 lieues de tes préoccupations qu'il faut que tu t'en occupes. Comme ça évite que ça te tombe comme une tuile, au coin de la tête. Et du coup, je pense à d'autres manières en fait de se sécuriser, parce que oui, l'épargne directe, c'est une sécurité qu'on apporte, c'est sûr. Est-ce qu'il peut pas y avoir des choix qu'on va faire, d'autres types d'investissements, etc., dans cette optique? Si. Alors, on va dire il y a 3 choses. Tu as l'épargne, on va dire, simple. Je mets 100 € de côté, machin, j'épargne. Bon, en règle générale, il faut quand même investir un petit peu pour pouvoir, l'idée, c'est pas d'avoir sur un compte courant 100 € qui seront 100 € dans 30 ans. Tu vois? C'est plutôt que ce soit placé quelque part pour, générer, des intérêts ou en tout cas, du gain et pouvoir voir cette somme grossir et que les 100 € que j'ai mis à 30 ans, bah, en fait, soient devenus, je sais pas moi, je dis 1 000 € en 30 ans, c'est pas, les gens vont dire: «Ouais, fois 10», mais en 30 ans, c'est pas forcément un truc énorme, peut-être de faire fois 10, mais en tout cas fois 2, disons que ça devient 200. Bref. Donc tu as ça, tu à faire fructifier l'épargne que tu as. Après, il y a aussi, l'épargne de laquelle tu peux sortir en rente. Ça veut dire que tu vas mettre de l'argent de côté et quand tu vas commencer à sortir en rente, on va calculer combien tu as mis de côté et on va te dire, bah, en fait, par rapport à ce que tu as mis de côté et les statistiques d'espérance de vie et cetera, et ben, tu peux espérer toucher tant par mois jusqu'à ton décès. Et le truc, c'est que si jamais tu décèdes dans un horizon qui est plus lointain que ce que statistiquement on a constaté, et ben, du coup, là, tu vas gagner aussi un peu plus. D'accord? Bon, après, c'est sûr que si tu meurs au bout de 2 ans, ben, ça n'aura pas été rentable pour toi, mais c'est le but aussi
des assurances, c'est que on mutualise le risque. Donc ceux qui vivent moins longtemps, ils profitent moins longtemps, ceux qui vivent plus longtemps, en profitent plus longtemps. Et après, le troisième point, ça va être d'avoir en fait d'acheter des actifs qui vont te générer du revenu. Alors, ces actifs-là, ça peut être du financier. Donc, par exemple, typiquement, tu as acheté des actions, etc., qui te versent des dividendes, et donc, du coup, tous les mois, tu as un petit revenu. Enfin, c'est pas, je schématise, hein, parce que souvent les dividendes, ça peut être versé qu'une fois par an ou tous les trimestres. Tu vois, enfin, ça change un peu, mais tu as plusieurs choses qui peuvent te générer des revenus additionnels. Tu vois, tu vas pas toucher ton capital, c'est ton capital qui te verse un salaire. Après, sur cette partie-là, il faut pas être complètement naïf, même si tu achètes des actions qui servent un bon dividende tous les ans, c'est proportionnel à ce que tu as comme action. Tu vois, si tu as 100 euros d'action, même si l'action verse du 10%, ça te fait toujours que 10 euros. Oui, la même question que pour l'épargne. Voilà, fait. exactement. Donc, tu as cette partie-là. Et tu as d'autres choses comme par exemple l'immobilier. Donc, l'immobilier, tu achètes un bien, tu le payes pendant 20 ans. Et puis, au bout de 20 ans, tu as toujours des charges, mais comme tu as un loyer, tu as aussi un revenu additionnel. Et l'immobilier, c'est à voir aussi d'une autre façon, c'est que tu as les charges t'as l'immobilier qui te rapporte de l'argent et tu as l'immobilier qui te fait économiser de l'argent. Donc là, typiquement, ça va être la résidence principale où, contrairement quand tu es locataire, tu arrives à 60 ans ou 65 ans ou 67 ans à la retraite, tes revenus ils sont divisés par 2 ou par 3 ou par 4 si tu es entrepreneur. Je sais pas quelles sont les statistiques pour les entrepreneurs, mais ton loyer, lui, il n'a pas bougé. Et il va continuer de bouger plutôt à la hausse. Donc, du coup, le fait d'être propriétaire de sa résidence principale, ça va pas baisser tes charges de logement à zéro, puisque tu auras toujours des charges de copropriété ou l'entretien de ta maison, ta taxe foncière, etc. Mais quand même, la partie crédit qui va sauter quand tu as fini de rembourser ton bien, qui te permet d'économiser 500, 600, 800, 1000, 1200, ça dépend quel est ton crédit, mais au moment où tu arrêtes ton activité, en fait, de ne plus avoir cette charge-là. Donc ça aussi, maîtriser ses charges à horizon de la retraite, c'est aussi une façon de préparer sa retraite. Je trouve intéressant d'apporter ça parce que on se focalise sur l'épargne ou l'investissement qui va générer des revenus. Voilà, faut pas non plus se décourager alors que parfois on met en place d'autres choses qui servent aussi à se sécuriser d'une certaine manière. Oui, oui, après, tu sais, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours l'histoire des réseaux. Ouais, grand investisseur, grand trading, je sais pas quoi. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. C'est-à-dire, il y a plusieurs façons d'arriver au même résultat. Après, à chacun de voir la façon qui va mieux servir sa stratégie ou ses objectifs. Et puis c'est vraiment sur du long terme là pour le coup. Oui, c'est complètement sur du long terme. C'est un investissement sur, je vais pas dire 25 ans, parce qu'en règle générale, les gens, ils soldent les dernières années de leur crédit avant d'arriver à la fin, tu vois. Mais voilà, c'est une bonne vingtaine d'années pour t'acheter ton truc, si tout se passe bien, et être tranquille. Si tout se passe bien. Oui, après, il peut y avoir plein de changements entre-temps. Voilà. Mais ouais, je dis ça dans le sens où si on a déjà une grosse part de ses revenus dédiés au logement, on peut se dire, bah mince, je n'épargne pas assez, etc. Alors qu'on fait quand même quelque chose dans ce sens. Oui, oui, oui. Oui, après, faut pas. C'est bien de le faire, mais il faut pas négliger la partie épargne en liquidité parce que l'immobilier, d'où son nom, est immobile. C'est-à-dire que c'est très lourd. Si tu as un problème, ta maison, tu peux pas la vendre en 2 secondes. Donc faut jamais se dire ouais, mais moi, au moins, oui, c'est bien. Je vais pas dire que c'est mal, c'est bien, mais il faut garder une marge pour la liquidité. Et c'est pour ça qu'il faut pas se mettre aussi la corde au cou, quand j'ai la corde au cou, pas la corde au cou, mais le couteau sous la gorge, pardon, avec son crédit immobilier. Ouais, de toujours garder une marge. De manœuvre au cas où, voilà, les revenus, c'est pas exactement ce qu'on voulait pendant les 20 prochaines années. Et d'ailleurs, en parlant d'achat immobilier, pour les personnes qui sont dans les micro-entreprises, moi, ce qui me fait un peu de la peine, des fois, c'est quand j'ai des gens qui me disent ah, j'ai lancé mon entreprise il y a 6 mois ou l'année dernière et je me demande comment je pourrais faire pour acheter.
Là, je dis, mais non, mais la séquence, elle est pas bonne, en fait. Si tu étais salarié, c'est quand tu étais salarié qu'il fallait faire ta demande de crédit. Après, si 6 mois plus tard, ou 8 mois plus tard, ou un an plus tard, tu lances ton activité, tu démissionnes, c'est plus le problème de la banque, du moment que tu payes. Et là, ton activité, elle a 6 mois ou même un an, la banque, ils vont te dire, mais vous rigolez, madame, ou quoi? Je suis pas ton mec, hein. Je suis pas là parce pour, qu'on je suis va pas te là pour croire en demander, toi. parce qu'on va te demander les 3 ans. Et là, pour le coup, être en micro, c'est tout sauf un avantage. Même parmi les indépendants. Ah, ça, c'est toi qui le dis, hein. Là, vous pourrez pas dire que c'est moi qui ai encore parlé en mal du statut des micros. Là, aujourd'hui, je suis toujours en micro et j'accompagne les micros, donc je vais pas cracher sur la micro-entreprise, hein, mais il faut être réaliste. Si tu as certains projets personnels, c'est sûr que ça joue pas en ta faveur. Il vaut mieux avoir une entreprise qui va être plus structurée, où tu pourras montrer quelque chose de plus stable, et puis quelque chose, parler le même langage que le banquier, ne serait-ce que Oui, ça. parce qu'un banquier, il sait lire un bilan, ce genre de choses pour dire, ah bah voilà, je sais qui est-ce que je finance. Voilà. Alors que si tu lui donnes juste un chiffre d'affaires, oui, d'accord. Mais Mais après, montrez-moi vos charges, madame. Parce que si vous avez fait 50 000 euros de chiffre d'affaires, mais vous avez fait 49 999 euros de dépenses, vous avez gagné qu'un euro, en fait. Donc moi, la banque, c'est pas un message, c'est pas quelque chose qui est censé me rassurer. voilà. Donc ça permet d'avoir un vrai dossier à présenter et quelque chose qui sera perçu comme plus crédible. Ouais. Et c'est dommage, hein, parce qu'à la fin, il y a des personnes, elles sont auto-entrepreneurs, elles sont plus à l'aise financièrement que certains salariés, mais le format choisi, le manque de formalité, en fait, de structure du format choisi fait que finalement, la banque, elle préfère quelqu'un qui est salarié de telle entreprise, même avec un salaire moindre, mais au moins, je sais que j'ai une sécurité. Moi, ce que je dis souvent, c'est imaginez-vous que la banque, c'est comme une vieille dame qu'il faut rassurer. Voilà, si la vieille dame, tu lui dis que tu es entrepreneur en France, voilà, imagine-toi, tu le dis à ta grand-mère, ah, non, attends, c'est dangereux. Et là, tu lui dis que tu travailles sur le web Oui, et ok, c'est bon, tu l'as achevé ouais, là. on a perdu. Amener les défibrillateurs. Non, mais c'est vrai que dit comme ça, parce que si le banquier, à la base, il ne comprend même pas exactement ton activité et qu'il n'a aucune visibilité sur tes vrais revenus, hein, l'argent qui est vraiment à toi, ça va être compliqué, c'est sûr. Ouais, donc faites les choses. Voilà, faut vraiment être dans la bonne séquence en fait. C'est comme une musique. Les finances, c'est un peu comme une musique, et il faut en fait être capable de faire. Enfin, peut-être faut les mettre les notes dans la dans le bon rythme. Sinon, ça pénalise ton dossier. C'est comme D'où l'intérêt d'avoir cette vision long terme, exactement. assez long terme. Parce qu'au final, ça fait comme par exemple, tu sais, les personnes qui veulent faire un achat immobilier et elles vont aller faire un crédit conso juste avant de faire un achat immobilier et Ouais, complètement se mauvaise idée. bousiller leur capacité d'emprunt, bêtement en fait. Alors qu'il suffisait d'attendre un petit peu et puis ça passe quoi. Toute dernière question, Maëva. Pour ceux qui, là, ont écouté tout ça, se disent ouais, ok, c'est intéressant. Bon, je veux faire mieux. Jusqu'à maintenant, j'y connais rien, j'ai rien mis en place pour ma gestion financière, mais je veux reprendre la main sur mes finances. Tu lui dirais de se lancer comment? Par où commencer? Alors, la première chose, c'est vraiment de faire, tu sais, moi, dans mon livre, dans la méthode que je donne pour les finances perso, c'est de faire un état des lieux, tu vois. C'est vraiment la première étape de la méthode, en fait. Et pour la personne qui est entrepreneur, c'est faire exactement la même chose, mais sur son activité. Parce que gérer son budget, les gens, ils veulent toujours gérer leur budget, ce qui est bien, hein. Mais gérer son budget sans savoir ce qu'on a, où on va, etc. Enfin, moi j'appelle ça brasser un peu du vent, tu vois. Si tu sais pas de quoi tu pars, tu sais pas quelle est ta base, comment est-ce que tu vas faire pour avoir quelque chose
de concret que tu vas pouvoir suivre. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment faire un état des lieux. Combien est-ce que je gagne vraiment? Parce que ça, c'est pas forcément, enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas forcément la chose la plus évidente pour les personnes qui Non. sont micro, de savoir combien. C'est fou, hein? Combien je gagne, pas combien je rentre, hein. Pas combien je rentre. Ouais. Parce que j'ai déjà vu des sondages un peu comme ça, et t'en as qui pensent que non, mais c'est du mensonge, tout le monde sait combien ils gagnent. Non! Franchement, non. Non, puisque vu que t'as pas de formalité bien précise à faire, il y a des gens, en tout cas j'imagine, qui le savent, mais pas tout le monde. Non, de but en blanc, non, pas tout le monde. Donc ouais, voilà, pour moi la première étape c'est vraiment ça. Et une fois qu'on a fait cet état des lieux et qu'on sait combien est-ce qu'on gagne, ben sur la base de ça, mettre en place une organisation. Pour moi, tu sais, je suis pas du tout quelqu'un de discipliné, etc. C'est vraiment mon point faible. Et du coup, j'essaie de mettre en place une organisation qui me permette de pallier mon manque de discipline au global. Donc ça, je pense que c'est important. Et donc, j'ai envie de compléter ta réponse en disant, commencez par aller lire mon budget sur pilote automatique. Je l'ai lu, hein. Et vraiment, ça donne une bonne structure, en fait, une méthode à suivre, voilà, qui n'est pas non plus, on n'est pas enfermé dans un truc où on te dit exactement, fais comme ci, comme ça et pas autrement. Ça donne un cadre, en fait, et puis après, on adapte à l'intérieur de ce cadre par rapport à sa situation. C'est ça. Et allez suivre mon budget bento sur Instagram. Oui, rejoignez-moi, vous allez voir, on va bien rigoler. Merci beaucoup Maëva pour toutes tes réponses, tous tes conseils très précieux. J'espère que cet épisode vous a plu et vous motive à prendre en main vos finances. Retrouvez Maëva sur Instagram, Mon Budget Bento, également sur son site internet, et son livre Mon budget sur pilote automatique. Comme d'habitude, vous avez tous les liens utiles dans la description de l'épisode et également la transcription sur j'aimelapaperasse.com. Et avant de nous laisser, pensez à déposer un commentaire sur Apple Podcast et également une note si ce n'est pas encore fait, 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify pour aider le podcast à se faire connaître, à se développer. Merci pour votre écoute. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.